Je suis, je suis là, je suis de retour. Donc, j'enchaîne directement pour terminer le cours sur les infections à la place de la microbiologie dans les infections parodontales. Donc, on était à... J'ai oublié. C'est bon, il y a quelques participants, oui. Voilà. Donc, on était sur la classification de l'équipe de Harvard sur les bactéries qui composent le biofilm, qui est cette classification qui qualifie ces bactéries donc de complexes. De complexes et qui ont été classifiés, définis en code couleur. Et donc, ces différentes couleurs vont faire la différence entre la flore compatible et la flore non compatible avec la santé parodontale. 3 bactéries du complexe rouge ont mérité une attention particulière. 3 bactéries ont mérité donc une attention particulière du complexe rouge. Donc, si on vous pose la question quel est le complexe qui est incompatible avec la santé parodontale, vous me direz le complexe de couleur rouge. On méritait une attention particulière de la part des laboratoires de recherche. Il s'agit de Porphyromonas gingivalis, Tanerella Fortisia et Treponema denticola. Donc, ce sont les bactéries qui ont été les plus incriminées dans les infections parodontales. Donc, je reprends, c'est le complexe rouge composé de Porphyromonas gingivalis, c'est une bactérie anaérobie stricte, Tanerella fortisia et Treponema denticola. Pour les tréponèmes, ce sont des bactéries spiralées. Ces bactéries possèdent de très nombreux facteurs de virulence, de mieux en mieux décrits. Certaines de ces bactéries possèdent des caractéristiques morphologiques et de mobilité qui permettent facilement leur identification en microscopie optique à contraste de phase, et d'autres, au contraire, ne peuvent être identifiées sur la base de ces critères-là, et font donc appel à d'autres techniques. Donc, certaines bactéries, notamment les bactéries du genre Treponema, sont connues pour leur morphologie et leur mobilité qui est caractéristique, et celle-ci est visible au microscope à contraste de phase, microscope optique à contraste de phase. Donc, l'exemple, c'est de Treponema denticola. Par contre, d'autres nécessitent d'autres techniques pour leur mise en évidence. Donc, vous voyez le complexe de Sokransky. Donc, vous voyez les différentes couleurs composant les différentes couleurs qui constituent les biofilms composant la plaque dentaire. La réponse immunitaire, on a dit au départ que ce qui déterminait l'état de la santé parodontale, c'était non seulement l'agent agresseur, mais également la réponse immunitaire. Lors d'une agression bactériologique, l'organisme met en place une réaction inflammatoire immédiate, dite innée, dont la mission est d'éliminer les agents pathogènes. Cette réaction inflammatoire physiologique représente une nécessité pour garder l'équilibre entre la flore et l'hôte. Donc, en fonction de la qualité de cette réponse inflammatoire, de cette réaction immunitaire, on peut avoir donc les différents états de la santé parodontale. Chez les sujets sains, cette réaction inflammatoire est soumise à un strict contrôle grâce à des molécules dites résolvines qui permettent sa cessation active et le retour à l'équilibre. En revanche, si la réaction inflammatoire n'est pas contrôlée, elle devient alors chronique et se retourne contre l'hôte, ce qui peut conduire à des destructions tissulaires. Les différents outils de la microbiologie pour étudier, pour le diagnostic des infections, de ces infections-là. Donc, on a les révélateurs de plaques. Les révélateurs de plaques, donc c'est une technique qui a été longtemps utilisée par les cliniciens. Longtemps utilisée, excusez-moi,
par les cliniciens. Cette technique. Durant cette époque, son emploi était justifié puisque le concept était plaque dentaire est un ennemi invisible. Il devait être éliminé totalement en masse, 3 fois par jour, à l'aide d'un brossage minutieux strictement mécanique des surfaces dentaires. Selon ce concept dit non spécifique de la plaque dentaire, il était admis que là où il y a de la plaque, il y a ou aura maladie. Jusqu'au début des années 80, l'utilisation du révélateur de plaque était donc le moyen le plus apprécié au niveau, le seul moyen d'apprécier le niveau d'hygiène dentaire du patient. Ce moyen rudimentaire d'approche de la microbiologie possédait un certain nombre d'inconvénients. En effet, la coloration de la plaque ne donne aucune information sur la nature du biofilm et ne concerne que la plaque supragingivale, donc en sous-gingivale. Il n'y avait aucune information. Et d'autre part, l'expérience montre que les patients abondamment rapidement son usage parce qu'il colore les lèvres, les vêtements et les lavabos. Donc, vous avez donc là un exemple. Il existe des restaurations prothétiques. Lorsqu'il existe des restaurations, le révélateur de plaque ne fonctionne que médiocrement. Et on voit donc que l'utilisation du révélateur de plaque ne sont pas représentés, ne peut pas représenter une approche de la microbiologie en parodontie. Les cultures, c'est la technique standard de référence de la microbiologie. Les cultures des échantillons de plaques à des fins diagnostiques a été la première technique employée pour savoir si la plaque contenait ou non des bactéries pathogènes. Cependant, cette méthode requiert des techniques rigoureuses de prélèvement, transport et culture en conditions anaérobies. Oui, justement, je vous disais au départ que la flore qui est composée, donc les bactéries composant la flore buccale, étaient très diverses. Certaines étaient non cultivables in vitro, d'autres sont cultivées dans des conditions très rigoureuses d'anaérobiose, absence totale d'oxygène. Donc, si le prélèvement est exposé à de l'oxygène, la bactérie meurt et ne pourra pas cultiver. Donc voilà, beaucoup d'inconvénients dans la culture. D'autres prennent trop longtemps pour cultiver. En effet, la présence d'oxygène est alors responsable de la mort des bactéries non compatibles avec la santé parodontale. Donc, si on recherche les bactéries pathogènes pour, au niveau parodontal, il fallait rechercher les bactéries anaérobies strictes. Or, cultiver des bactéries en anaérobiose stricte, ce n'est pas aisé. D'autre part, un nombre non négligeable d'espèces de bactéries ne sont toujours pas cultivables à ce jour. Exemple, certaines tréponèmes, certaines bactéries du genre Treponema, les bactéries spiralées, sont difficiles à cultiver. Cependant, un avantage de cette technique est de permettre la réalisation d'un antibiogramme en sachant qu'il n'est pas souvent nécessaire. Cette technique a donc été peu à peu abandonnée en parodontie clinique compte tenu des aspects fastidieux et de son coût élevé. Oui, cette technique a été abandonnée, vu que bon, son seul avantage, c'est de permettre la réalisation d'un antibiogramme, parce qu'on ne peut pas faire un antibiogramme si on n'a pas des cultures bactériennes, vous le savez bien, et vu que l'antibiogramme n'est pas toujours nécessaire, vu que ce ne sont pas des bactéries particulièrement connues pour leur résistance bactérienne, donc finalement, on a abandonné ces techniques. Donc, le révélateur de plaque a été abandonné pour l'étude des infections parodontales. La culture également utilisée mais abandonnée à cause de son coût et voilà, et des limites. Maintenant, on va voir la microscopie à contraste de phase. La microscopie optique a été l'un des premiers moyens de connaître la composition d'une flore microbienne. Je passe sur l'historique. La technique de prélèvement de plaques sous-gingivales est relativement simple. Il est cependant très important que l'échantillon soit étalé en une couche la plus fine possible, faute de quoi il ne sera plus lisible. D'autre part, la lecture doit se faire en scannant l'échantillon aux différents grossissements. Donc, on va observer au microscope à contraste de phase la morphologie et la mobilité de cette bactérie. Le microscope peut être directement branché à sa caméra, relié à une caméra numérique, un moniteur, afin de pouvoir montrer aux patients la nature infectieuse de la maladie et de justifier des soins locaux de désinfection réalisés par le patient. S'il est couplé à un ordinateur,
Il sera alors possible d'archiver les résultats. Donc voilà l'image qu'on pourrait avoir dans un microscope à contraste de phase. Donc ce sont des bactéries dont la morphologie et la physio, la mobilité sont caractéristiques qu'on pourrait reconnaître en microscopie à contraste de phase. Cependant, la microscopie à contraste possède des limites. Si elle permet d'observer la mobilité et la morphologie des bâtonnets, des spirochètes, des vibrions, des parasites, des leucocytes et des cellules épithéliales, elle ne peut pas déterminer si certaines bactéries du complexe rouge, par exemple Porphyromonas gingivalis et Tannerella fortizia, sont présentes ou absentes. Cependant, il a été montré que les spirochètes et Porphyromonas cohabitent. La présence de spirochètes très facilement observable au microscope. Oui, pourquoi facilement observable? Les spirochètes sont des bactéries spiralées et qui ont un mouvement en spire, qui ont un mouvement en pas de vis. Donc, qui ont un mouvement très caractéristique qu'on va observer au microscope à contraste de phase. Or, par exemple, le Porphyromonas gingivalis, c'est une bactérie anaérobie stricte qui se présente souvent d'un bacillogramme négatif, mais dont la morphologie n'est pas caractéristique. On ne pourra pas dire si on voit un BGN, un bacillogramme négatif, que c'est du Porphyromonas. Par contre, pour les spirochètes, on pourra dire si on voit des bactéries spiralées avec un mouvement caractéristique, on pourra dire avec certitude que c'est des spirochètes en se basant uniquement sur leur morphologie et leur mobilité. Donc, comme leur présence a été étroitement corrélée, donc très facilement observable et donc très fortement synonyme de la présence de Porphyromonas. En conclusion, il semble que l'analyse au microscope soit le minimum requis en dessous duquel il n'est possible d'obtenir une réponse sur la nature de la flore sous-gingivale. Les sondes nucléiques, c'est la révolution pour les techniques d'étude de la flore endodontale et parodontale. Donc, les sondes nucléiques, l'utilisation de sondes nucléiques représente un succès incontestable dans le diagnostic microbiologique en parodontie clinique. Tous les organismes vivants nucléés contiennent dans leur génome certaines séquences d'acides nucléiques spécifiques qui permettent de les distinguer les uns des autres. Donc, c'est de la biologie moléculaire. La caractérisation génétique est basée sur la recherche des séquences spécifiques de base de l'ARN ribosomale, CSS, ou de l'ADN. La succession obtenue après séquençage est analysée par bioinformatique à partir de banques de données qui recensent la quasi-totalité des séquences des acides nucléiques des bactéries connues. Donc, on va prendre l'ensemble des bactéries présentes au niveau parodontal et on va faire ce qu'on va appliquer de la biologie moléculaire pour rechercher donc quelles sont les bactéries présentes. Cependant, l'inconvénient de ces techniques-là, des sondes nucléiques, c'est qu'on ne pourra reconnaître la présence que des bactéries déjà présentes. Les bactéries qui ne sont pas présentes, qui ne sont pas, pardon, on ne pourra déterminer que la présence des bactéries déjà connues. Si une nouvelle bactérie qui n'est pas connue, on ne pourra pas la détecter parce qu'on ne connaîtra pas sa séquence nucléotidique. D'accord. Donc, en fait, on va déterminer sur la base du matériel génétique de la bactérie, on va déterminer sa présence ou non. Donc là, si on vous dit quelle est la meilleure technique pour l'étude de la flore parodontale, vous me direz les sondes nucléiques. Le seul inconvénient, c'est dans le cas où ce sont des bactéries non connues, qui n'existent pas dans la banque de données. Parce que nous, on va comparer la séquence d'acides nucléiques recueillis aux séquences qui sont retrouvent au niveau des banques de données. Donc, elles permettent la détection des bactéries difficiles à cultiver ou à identifier. Et d'autre part, les bactéries de l'échantillon n'ont donc pas besoin d'être vivantes aussi. Même si ces bactéries sont mortes, leur acide nucléique est présent. Donc, on pourra déterminer la nature de cet acide nucléique et le comparer à notre banque de données. Comme j'ai dit et je répète, le seul inconvénient, c'est lorsque ce sont des bactéries dont l'acide nucléique n'existe pas dans la banque de données. Ce ne sont pas des bactéries connues, par exemple. Cette technique permet également de détecter des bactéries cibles en petit nombre, même si elles sont en très petite quantité, elles pourront être détectées parce que l'acide nucléique va être amplifié
Cependant, les sondes nucléiques ne sont utilisables que pour la détection des bactéries connues et pour lesquelles le laboratoire possède des sondes correspondantes aux bactéries recherchées. Les principaux tests d'identification des bactéries parodontopathogènes aujourd'hui disponibles dans les pays développés, donc chez nous ça n'existe pas, sont des tests du genre euh, Meridol parodiagnostic, périoanalyse, microdente. La technique de prélèvement est très simple car elle consiste à mettre en place un ou plusieurs cônes de papier stérile dans la poche pendant quelques dizaines de secondes. Le cône est ensuite déposé dans un tube et envoyé par une voie postale au laboratoire choisi. Les résultats parviennent aux participants dans un délai de 8, aux praticiens dans un délai de 8 à 10 jours. Il existe d'autres tests, comme par exemple le test BANA, qui est un test diagnostique microbiologique basé sur l'observation du Porphyromonas gingivalis, Tanarella fortisia et Treponema denticola, produisant des protéases. Ce sont des bactéries protéolytiques capables de liser le substrat BANA. Donc, c'est un test. Un échantillon de la plaque dentaire est appliqué sur une bandelette, puis placé dans un incubateur pendant 5 minutes. En fonction de la quantité de protéases présentes, la bandelette imprégnée de réactifs vire au bleu. Donc, ces bactéries-là possèdent une protéase qui va dégrader le substrat BANA. Si ces bactéries sont présentes, le substrat BANA va être dégradé. Les tests salivaires. Dans la procédure de détermination du risque infectieux carieux, le praticien utilise un prélèvement de plaque qu'il incube pendant 48 heures. Il s'agit dans ce cas de savoir si l'échantillon contient un nombre important de Streptococcus mutans ou de Lactobacillus. Si le test révèle des quantités importantes de ces deux micro-organismes, le risque carieux est important, mais peut indiquer en même temps un risque parodontal faible. En effet, il existe un antagonisme entre les bactéries parodontopathogènes, complexe rouge, et les bactéries responsables de lésions carieuses. En conclusion, donc on voit que le praticien soucieux d'orienter le traitement parodontal et de le rendre plus efficace dispose de plusieurs moyens actuellement sur le marché. Il est très important de dire d'emblée que si les examens microbiologiques, quels qu'ils soient, sont nécessaires à l'établissement d'un diagnostic étiologique, ils ne peuvent en aucun cas représenter le seul critère pour son établissement. En effet, la microbiologie participe à la pose du diagnostic étiologique en association avec les éléments d'entretien de l'examen clinique et des autres examens complémentaires radiologiques et biologiques. Au total et à ce jour, il semble que l'utilisation de la microscopie à contraste de phase soit le meilleur compromis pour l'analyse de la plaque sous-gingivale en parodontie clinique et en dessous de laquelle il n'existe aucune technique fiable. L'autre attitude non éthique serait de se contenter de dire mettons tout le monde sous un protocole anti-infectieux, celles et ceux à qui cela ne fera pas du bien, fera pas de mal. Sauf qu'on va se confronter à un problème de résistance aux antibiotiques. Donc, si vous avez des questions, envoyez-les par message, s'il vous plaît. Non, je vais arrêter.